Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'adoption de la déclaration de Kigali par les 54 États africains, un texte adopté lors du 8e Forum régional pour le développement durable. Ce document encourage ainsi les pays à accélérer la réalisation des ODD dans le cadre de l'agenda 2063 de l'UA. L'impact de la guerre en Ukraine sur le secteur touristique égyptien. L'Égypte s'attend à des pertes importantes dans la mesure où près d'un tiers de ses touristes proviennent de Russie ou d'Ukraine. Et puis, coup de projecteur sur la pêche à la palourde dans le parc marin des mangroves en République démocratique du Congo, zone dans laquelle les pêcheurs traditionnels du groupe ethnique Assolongo sont les seuls à pouvoir pratiquer cette activité. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, une délégation malienne attendue ce 11 mars en Mauritanie. Objectif de cette mission, selon une note de l'ambassade du Mali dans le pays, renforcer les relations bilatérales entre les deux États. La visite de cette délégation, composée notamment du ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, intervient dans un contexte de tension. La Mauritanie avait en effet accusé l'armée malienne de crimes récurrents perpétrés contre ses ressortissants. Des accusations formulées après la disparition de plusieurs dizaines de Mauritaniens. De son côté, le Mali estime, je cite, qu'aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes qui respectent le droit humain et agissent toujours avec professionnalisme dans leur lutte contre le terrorisme. Les autorités de transition assurent toutefois qu'une enquête est ouverte. Les pays africains s'engagent à promouvoir des politiques de développement durable. Les 54 États ont adopté la déclaration de Kigali lors du 8e Forum régional pour le développement durable qui s'est déroulé du 3 au 5 mars dans la capitale rwandaise. Le texte encourage par ailleurs les pays à tirer profit de la zone de libre-échange continentale africaine. Reportage de notre correspondant Fraterne Dakaïsenga. 54 États africains ont adopté la nouvelle déclaration de Kigali portant sur les bonnes pratiques et les solutions visant à renforcer la mise en œuvre des objectifs de développement durable en Afrique. Le document a été le résultat de plusieurs experts qui se sont rencontrés à Kigali pour la 8e session du Forum régional africain sur les objectifs de développement durable. Le forum s'est tenu dans la capitale rwandaise du 3 au 5 mars 2022. La sécurité, bien sûr, c'est une condition sine qua non pour le développement durable, mais l'absence de développement également est une cause d'insécurité. Donc les deux sont liés dans les deux sens. Donc on doit s'attaquer aux deux facteurs en même temps. Et la gouvernance y joue un grand rôle, comme vous l'avez suggéré. Le document souligne également la nécessité pour les pays de tirer parti du potentiel de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine ZECAf pour soutenir le développement des chaînes de valeur régionales. L'éducation de qualité et l'égalité des sexes et les partenariats, voici quelques-uns des objectifs de développement choisis par le Forum et sur lesquels les autorités africaines doivent travailler en urgence pour améliorer les vies humaines sur le continent. Le défi du développement durable, c'est vraiment de donner les moyens justement à l'agriculteur de base pour qu'il puisse investir lui-même dans son développement. Et certainement, ce n'est pas un parcours qui est automatique ou ni facile. Il faut les ressources. C'est pour ça que ces conférences sont importantes parce que c'est aussi un outil à mobiliser les ressources parce que ça permet à parler aux partenaires et de dire voilà ce que l'Afrique veut faire et voilà les instruments qu'on aimerait utiliser pour permettre à cet agriculteur d'investir lui-même dans son avenir. Le forum a également vu le lancement de l'Alliance des universités entrepreneuriales en Afrique et du réseau africain de développement et de transfert de technologies. Le Niger et la Côte d'Ivoire ont exprimé leur intérêt à accueillir le prochain forum qui aura lieu en Afrique de l'Ouest en mars 2023. Le bureau du forum entreprendra des consultations pour décider lequel des pays accueillera la prochaine édition.
L'actualité, c'est aussi le retrait futur des casques bleus ukrainiens opérant au sein de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Une information délivrée ce 8 mars par les Nations Unies après avoir reçu une notification officielle de l'Ukraine, secouée par la guerre depuis le déclenchement de l'opération militaire russe le 24 février dernier. Dans les détails, ce rapatriement concerne 250 soldats ainsi que des hélicoptères et des équipements militaires. L'ONU planche actuellement sur un calendrier de départ. Et le conflit en Ukraine suscite par ailleurs de vives inquiétudes en Égypte. Les acteurs du secteur touristique notamment s'attendent à subir de plein fouet les conséquences de cette guerre. Face à cette situation dramatique pour une industrie déjà lourdement affectée par la pandémie de coronavirus, les autorités étudient de nouvelles pistes pour attirer davantage de visiteurs. Les explications de Corinne Kandem. Le prix de l'once d'or s'envole, le baril de Brent passe à un nouveau cap et le cours du blé affiche depuis peu un prix record. Les conséquences du conflit russo-ukrainien. Conflit qui a des répercussions également sur des secteurs comme celui du tourisme. En Égypte, le secteur du tourisme s'attend à subir l'onde de choc. C'est une perte majeure, non seulement pour l'Égypte, mais pour tous les pays qui dépendent de ces deux marchés. L'Égypte s'efforce d'augmenter le nombre de touristes d'Europe occidentale, notamment de Grande-Bretagne, d'Allemagne, d'Espagne, de France et d'Italie, ainsi que de Hongrie et des pays arabes du Golfe, en particulier avant le Ramadan et Pâques le mois prochain. En effet, près d'un tiers de ces touristes viennent de Russie ou d'Ukraine. Le secteur, déjà durement touché par la pandémie, pourrait voir ses recettes à nouveau plonger au niveau de 2020, selon des analystes. L'Égypte fait d'ailleurs partie des destinations qui ont subi les taux d'annulation immédiate de touristes russes les plus élevés au cours de la période du 24 au 26 février, avec 234%. Le pays explore actuellement de nouvelles pistes pour attirer davantage de touristes. L'une d'elles pourrait être de permettre aux touristes russes de transiter par la Turquie. Nos collègues de l'aviation civile étudient toutes les opportunités vers cette situation de sanctions et nous sommes impatients d'entendre des nouvelles positives à ce sujet. Le secteur touristique est un générateur de recettes majeures pour l'ensemble du pays et une mine d'emplois indispensable. Autre préoccupation majeure, l'augmentation des prix du carburant depuis l'entrée des troupes russes en Ukraine le 24 février dernier, ce qui rend les vols et les forfaits touristiques plus chers. Le tourisme a rapporté à l'Égypte 2,8 milliards de dollars au cours des 3 mois précédant la fin septembre 2021, selon les données de la Banque centrale. Le Togo met à jour son code du travail lors d'un conseil des ministres tenu ce 7 mars. 2 décrets ont été adoptés. Avec ces 2 textes, le télétravail et l'intérim sont désormais encadrés. Des directives qui, selon le gouvernement, prennent en compte le développement des entreprises qui ont dû repenser leurs activités face à l'avènement du coronavirus. Samantha Saberou-Sabopanga. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau Code du travail voté le 29 décembre 2020 au Togo, l'exécutif a adopté le 7 mars 2022 2 décrets encadrant le télétravail et le travail intérimaire. En Conseil des ministres, le gouvernement dit avoir tenu compte des évolutions technologiques, des conjonctures internationales et en application du nouveau Code du travail. Le présent décret détermine les conditions et modalités régissant le télétravail ou le travail à distance. L'avènement de la Covid-19 a apporté un bouleversement en touchant tous les secteurs d'activité économique, dont le marché d'emploi aussi est également touché, dans la mesure où, avec la crise Covid, avec les mesures de distanciation, il va falloir à un moment donné que les employés travaillent à distance et délivrent les résultats à distance. Donc cette manière de travailler a conduit donc à une nouvelle réglementation. C'est ce qui justifie le fait que le Togo ait adopté effectivement ces tests-là pour encadrer un peu les tests ou bien la réglementation du marché du travail au Togo. Composé de 378 articles, le nouveau Code du travail a remplacé la législation de 2006, devenue obsolète face aux multiples mutations connues par l'écosystème du travail au Togo ces 16 dernières années. Le décret organise également les conditions des services minimums obligatoires et prévoit un régime de réquisition pour les secteurs essentiels. Je trouve que c'est une bonne chose dans la mesure où ça va permettre à ce que
les difficultés relatives aux rémunérations, puisque pendant longtemps c'est le travail présentiel qui prévalait. Aujourd'hui, avec le travail à distance et intermédiation sur le marché du travail, il va falloir qu'il y ait une nouvelle réglementation pour éviter qu'il y ait des contentieux au quotidien. Le gouvernement togolais vise à travers ce texte 2020 à rénover, innover et consolider les dispositions déjà prises en vue de renforcer les droits des travailleurs et le dialogue social, d'améliorer le climat des affaires en créant un cadre incitatif pour l'investissement et l'entrepreneuriat. Nous nous envolons à présent pour la République démocratique du Congo, à la découverte du parc marin des mangroves situé dans la province du Congo central à l'ouest du pays. Dans cette zone sérieusement menacée par l'érosion marine, la pêche à la palourde est synonyme de source de profit pour les pêcheurs traditionnels du groupe ethnique Assolongo. Ils sont d'ailleurs les seuls à être autorisés à pêcher dans cette réserve. Gladys Mwamba. En apnée, sous plusieurs mètres d'eau teintée d'une couleur café, Stéphane Zouzine-Deka s'active pour dénicher des biboitis, nom donné aux palourdes de pêcher à l'embouchure du fleuve Congo qui se jette dans l'océan Atlantique. Bien qu'éprouvante, la récolte d'huîtres d'eau douce est devenue pour les pêcheurs traditionnels de Kimwabi un moyen de subsistance. Ce travail est très dur car il faut pouvoir rester longtemps sous l'eau sans respirer. Il faut plonger longtemps pour avoir des palourdes. Grâce à ce commerce, Nzouzi gagne entre 40 et 100 $ par mois pour nourrir sa famille. Mais si elles sont très appréciées pour le gain qu'elles procurent et pour leurs coquilles utilisées comme pavés, les palourdes restent une alternative à la pêche de lamentin, désormais réglementée. Le lamentin est une bonne viande, mais ces jours-ci, avec toutes ces restrictions, nous ne pouvons plus le pêcher. Si vous essayez, vous allez en prison. La récolte de palourdes est devenue, au fur et à mesure des années, la principale ressource du groupe ethnique Assolongo, auquel appartient Nzouzi, seule communauté à être autorisée à vivre et à pêcher dans le parc marin des mangroves du Congo, situé dans la province du Congo central, une réserve protégée depuis novembre 2014. La capitale ivoirienne vit actuellement au rythme du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan qui en est à sa 12e édition. Le thème choisi pour cette année est celui des industries culturelles et créatives, le défi des contenus. Nous retrouvons sur place notre correspondant Bijouno Menio qui est allé à la rencontre des festivaliers. Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue dans cette rubrique consacrée aux festivaliers du jour. Nous sommes au Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Et je suis en présence de Maria Dion qui fait une exposition de café. Peux-tu nous présenter les produits que tu exposes au Massa? Sur le Massa, j'expose du café parce que je suis caféologue, je suis analyste qualité sur le café, je suis torréfactrice. Donc j'ai des cafés de Côte d'Ivoire, j'ai 7 cafés différents de Côte d'Ivoire, mais j'ai aussi des cafés d'autres pays, des Arabicas. Et la particularité ici, c'est que nos cafés sont ce que les clients nous disent, les cafés sont très bons parce que ça découle du processus en fait de sélection de nos cafés tout au long de la chaîne de valeur du café. Au moment de la récolte, on va sélectionner les meilleures cerises. Après, on va éliminer tous les défauts ou tout ce qui pourrait avoir un impact négatif sur le résultat en tasse. Au niveau de la torréfaction, on va choisir une torréfaction artisanale, une torréfaction lente pour pouvoir développer les arômes du café. Et on va vraiment chercher les goûts et les choix de nos clients, leurs attentes pour leur proposer le meilleur résultat en tasse. Alors justement, les clients, comment est-ce que vous faites pour connaître leur goût, vous leur posez des questions, comment est-ce que ça se passe? Donc, quand un client vient, déjà j'essaie de connaître ses habitudes en matière de café. Est-ce que c'est un client qui a l'habitude de consommer du café? Est-ce que c'est un client qui prend du café de façon occasionnelle? Quel type de café il prend? Et à ce moment-là, je sais sur quoi je vais l'orienter. Moi, j'ai des clients qui vont me dire moi, je ne veux pas que ce soit trop fort et tout. Je dis ok, à ce moment-là, j'ai 2 types de café à proposer. Au niveau des cafés de Côte d'Ivoire, on va aller sur un Arabusta qui est un café qui est très doux, qui est un hybride Arabica Robusta, qui n'a pas le côté très agressif qu'on peut retrouver dans le Robusta. Et en plus de ça, qui a des arômes et qui a une rondeur en bouche. Merci beaucoup Maria. Merci chers téléspectateurs d'avoir suivi cette rubrique du Festivalier du jour. Merci beaucoup.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.